Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour sur le AE Tour. Débrief de ce contre-la-montre. Je rappelle également qu'il y aura le débrief de la dernière étape du Tour de l'Algarve et du Tour des Alpes-Maritimes aujourd'hui, ce soir. Donc, il y a un gros programme cycliste. Il y aura peut-être l'Arkea si j'ai le temps de la faire. Également, sinon ça sera demain pour un petit point sur la Arkea Ultime Challenge. On regarde tout de suite ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape. C'était un contre-la-montre sur une île, on en avait parlé hier sur le parcours. C'était pas hyper technique, il y avait juste une zone d'1 kilomètre, mais au final c'était quand même très large. Particularité également, le vent est monté au fur et à mesure de la journée, c'est souvent le cas dans les Émirats. C'est-à-dire que le vent a tendance à être très fort en fin de journée. Enfin, un peu plus tard dans l'après-midi, donc le matin, les premiers qui sont partis ont eu des conditions, je dirais, assez calmes. Et ensuite, ça s'est un peu détérioré. Sur la première partie de parcours, on avait le vent défavorable. Sur la fin, on avait plutôt le vent favorable. Donc, ce qui a fait parfois que certains concurrents ont eu des évolutions de secteurs très différents entre les coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube, les shorts juste après l'arrivée des épreuves. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. La playlist UAE Tour pour tout retrouver de ce qui s'est passé sur cette course pour le moment, c'est-à-dire la première étape. Vous avez également la playlist cyclisme ou la playlist biathlon, la playlist également du côté du tournoi Destination qui reprend ce week-end. On regarde tout de suite ce qui s'est passé. On va regarder surtout les chronos sur ce contre-la-montre. Alors comme je vous le disais, il fallait plutôt partir tôt pour avoir des conditions idéales et ça a été la chance de Brandon McNulty qui est parti un petit peu plus tôt que ses compères Jevan et Mikkelberg et qui est resté longtemps sur le hot seat, sur la place de leader, vu qu'il n'a pas été détrôné. McNulty qui est parti très fort sur le premier intermédiaire, il colle 8 secondes à tout le monde. Sur la deuxième partie de course, il a eu un peu de mal à finir, il faut bien le dire, mais il fait quand même une super performance. Ça confirme le grand début de saison que fait pour le moment Brandon McNulty. C'est pas la première fois, on le sait que c'est un coureur qui a souvent été bon en début de saison. Je rappelle qu'il avait remporté l'Ardèche classique. C'était l'Ardèche classique, c'était pas la Drôme, je crois, du côté de McNulty, qui a remporté déjà plusieurs courses du côté des trophées au Palma de Majorque. Et là, donc, il poursuit sur sa lancée après un bon début de saison à Palma de Majorque. Eh bien, il est performant sur cette UAE Tour avec un bon contre-la-montre. On rappelle également que Brandon McNulty a un contrat jusqu'en 2027 et surtout que du côté de UAE, on lui avait refait confiance en tout début de saison. On avait dit que c'était un coureur important de l'équipe, donc c'est bien, et surtout de battre Jevain. Parce qu'on sait que sur le contre-la-montre, Jevain est quand même un bon coureur, pas loin d'être une référence maintenant. Et il bat également Mikkelberg, qui lui a fait des très bons contre-la-montre l'année dernière, donc il bat quand même des belles références de la discipline. 54 km/h quasiment pour faire 12 km. C'est allé vite du côté de cette UAE Tour. Deuxième Jevain. Parti un petit peu plus tard, Jevain, donc avec un petit peu plus de vent de face, mais qui confirme son bon niveau de performance pour le moment, avec un énorme retour. C'est l'un des concurrents qui a fait la meilleure deuxième partie de course, donc vraiment très très impressionnant. Et puis troisième Mikkelberg, là aussi du côté du Danois, triplé de l'UAE, Team Emirates. Donc ça c'est vraiment très très bien pour cette formation à domicile, triplé. Très solide pour le moment, et puis surtout, Jevain McNulty, tu gardes tes deux meilleures cartes pour la gagne. Il ne faut pas oublier non plus Adam Yates, qui est un petit peu plus loin au classement général, mais qui n'est pas complètement largué. Mais donc voilà, tes trois coureurs principaux, je dirais, sont toujours bien présents pour le classement général et largement devant la plupart des autres leaders. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour la UAE. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de cartes. Ce qui veut dire également, est-ce que McNulty et Jevain vont se mettre à la planche pour Adam Yates? Est-ce qu'inversement, Adam Yates va se mettre à la planche pour McNulty et Jevain? Ça, c'est pas sûr. Ça va peut-être faire quand même des nœuds à la tête du côté de la direction de cette équipe. Quatrième, Tobias Foss qui faisait son premier contre-la-montre avec Ineos, donc avec un nouveau vélo du côté de Tobias Foss.
Il est parti dans les 20 derniers coureurs, hein, Tobias Foss, donc il est parti un peu avant Rémi Cavagna, mais il est parti là où le vent commençait à être important du côté du coureur norvégien. Il a eu du mal à démarrer. Bon, il avait dit, hein, il prenait un braquet énorme. Je crois qu'on était sur du 68, donc un braquet monumental pour Tobias Foss. Je pense que sur la première partie, c'était pas forcément l'idéal. Sur la fin, par contre, il a vraiment déroulé. Je trouvais plutôt bien positionné sur son vélo du côté de Tobias Foss. Ça bougeait un peu des épaules, mais j'avais pas l'impression que c'était vraiment que ça bougeait dans tous les sens, que la position était pas bonne, ce qui aurait pu être le cas, parce qu'encore une fois, changement de matériel, des fois les cotes conviennent sur un vélo, mais ne conviennent pas sur un autre. Donc du côté de Tobias Foss, c'était pas mal au niveau de la position. Après, je pense que voilà, le braquet était peut-être un peu trop imposant aujourd'hui du côté du coureur norvégien. Keplinger, belle perf, finit à 16 secondes l'Autrichien, donc c'est vraiment très très bien pour lui. C'est que sa deuxième saison chez les professionnels, du côté de Rainer Keplinger, enfin chez les équipes World Tour, parce qu'il était dans des équipes de Conti jusqu'à maintenant. Donc très bien, il avait été également présent sur le Tour de la Communauté de Valence où il avait pris la 8e place, lui qui avait fait une première saison plutôt discrète. Voilà, sur sa première année, il avait apporté seulement 84 points d'un UCI, donc deuxième saison pour lui, bon contre la montre. Donc on va voir ce que ça va donner sur les jours à venir, puisqu'on voit que à l'Alto del Miserat, il avait fini 7e sur le Tour de la Communauté de Valence, donc c'était une arrivée en bosse, alors bien plus courte que ce qu'on aura demain à Jabal Diaïs, mais c'était quand même plutôt pas mal. On poursuit avec Van Wilder, bon chrono pour Elad Van Wilder qui confirme qu'il a l'objectif cette année d'être leader du côté de la Soudal Quickstep et de ne pas être seulement le lieutenant du côté de Remco Evenepoel. Et c'est aussi le fait qu'on le voit maintenant très peu courir avec Remco depuis le Giro l'année dernière. Ils ont très peu couru ensemble. Et Van Wilder, très bon chrono. Si tu regardes, il est à 3 secondes de Tobias Foss. Lui, il est parti un peu avant les situations de vent fort. C'est vraiment très intéressant ce qu'il a fait Van Wilder. Donc il faudra voir ce qu'il est capable de faire demain. C'est une étape qui peut lui convenir parce que même s'il fait une montée longue, on sait qu'il a cette capacité à changer de rythme. Et puis Van Wilder, il colle quand même 12 secondes à Damiette. Donc c'est pas négligeable pour le coureur belge. Alors ensuite, Price Peterson, Bilbao, ça c'est bien aussi. Bilbao à 19 secondes dans les temps de Price Peterson. Price Peterson, il est parti dans les derniers, hein, donc il a vu également les soucis de devant. Bilbao, lui, était parti un petit peu plus tôt. Et puis Bruno Armirail, très bon chrono de Bruno. Alors j'ai fait une petite erreur, une petite bêtise sur ma vidéo short parce que j'ai dit que le premier français c'était Rémi Cavagna, mais en fait Armirail n'était pas dans mon classement. À ce moment-là, il y avait un petit problème sur ProCycling Stats. Donc, mais j'avais oublié surtout qu'Armirail est parti assez tranquillement et c'est l'un des rares qui ne perd pas de temps sur McNulty, sur Jevine, parce qu'il part vraiment tranquillement. Il est, je crois, à 18 secondes après le premier intermédiaire et il finit seulement à 20 secondes. Donc ça, c'est très très bien et ça confirme également que du côté de Van Driesel, on a du bon matériel parce que Ben O'Connor fait 11. Très bon contre-la-montre de Ben O'Connor parce que lui, il est parti dans les 20 derniers coureurs, Ben O'Connor, et il finit très très bien, Ben O'Connor. Et ça mériterait sur sa position d'être un peu plus compact, Ben O'Connor. Je crois qu'il y a encore un travail à faire là-dessus parce que c'est vrai que pour moi, il prend encore un petit peu de vent, Ben O'Connor. Je pense qu'on pourrait peut-être gagner un petit peu sur la position. Après, il faut voir. Parfois, en étant plus compact, on a du mal à respirer, on est moins performant, donc il faudra voir comment ça se passe. Van Dijk, Team Van Dijk 12e. Les Van Dijk étaient très très bien au premier intermédiaire et ensuite qui ont eu un petit peu de mal à finir. Rémi Cavagna 15e avec son nouveau vélo.
Du côté de Movistar, alors je peux pas vous donner beaucoup d'infos. Moi j'avais l'impression qu'en termes de position ça allait, c'était efficace. Mais on n'a pas eu non plus 150 000 images de Rémi Cavagna sur le contre-la-montre, donc il aurait fallu avoir des séquences un peu plus longues que ce que j'ai eu pour vraiment me donner une impression visuelle plus importante. On a Simon Kerr, pardon, 19e, c'est bien Simon Kerr, dans le même temps que Milesi. Très intéressant pour le coureur de EF. Faudra voir ce que ça va donner demain du côté de Simon Kerr avec une grosse opposition, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais un bon chrono. Storer, ça commence à être un petit peu loin. Storer, il perd 15 secondes aujourd'hui, Michael Storer, du côté de la Tudor. C'est le deuxième coureur de sa formation aujourd'hui. Il est dans les temps de Brandon Rivera-Smith. Van Edvelt, lui, perd 43 secondes. Il est 31e, le coureur de la Lotto Destiny. C'est pas le plus mauvais sur le chrono, mais c'est moyen. Voilà, c'est moyen parce que ça te met quand même un petit peu loin du côté du général. Terrada, lui, perd 50 secondes. On sait que le chrono, c'est pas forcément là où il est le mieux, c'est pas forcément sa tasse de thé. Il est devant Andrew Auguste, notamment le jeune coureur américain de la Ineos, très jeune coureur américain Andrew Auguste, qui vient de rejoindre cette formation, seulement 18 ans. Il a commencé sur le Tour de la région de Murcie au mois de février. Donc ça sera intéressant de voir comment il se comporte, ce jeune coureur américain, parce que on voit que Ineos recrute de plus en plus jeunes, notamment avec Joshua Tarling aussi. On descend un petit peu, Carlos Verona, 46e notamment. On a aussi un bon chrono de Markel Bellocchi, hein, parce qu'on parlait de Milesi, ça fait partie des jeunes coureurs. Markel Bellocchi, pas mal, hein, il est à 10 secondes, 15, ouais, moins de 15 secondes de Milesi, donc c'est plutôt pas mal ce qu'a fait Markel Bellocchi, le fils de Joseba Bellocchi. On a Mauri Van Sevenand qui finit à 57 secondes. Torsten Trahen, là il est à la minute, Torsten Trahen, donc ça fait quand même très loin, et surtout, il est dans les mêmes chronos que Juan Pedro Lopez. Quand c'est Juan Pedro Lopez, c'est pas vraiment le spécialiste du contre-la-montre, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour la Bahreïn. Et puis derrière Juan Pedro Lopez, vous avez Richie Tello, qui est quasiment l'un des plus mauvais sur le chrono sur cette course. Ça a été compliqué pour Richie Tello, pourtant il avait battu Del Toro sur un contre-la-montre en bosse, mais je m'attendais à un peu mieux de la part de Richie Tello, surtout quand on voit ce qu'a fait Del Toro depuis le début de saison. Donc ça c'est un petit peu décevant pour le coureur américain. Et puis si on descend, l'un de ceux qui a perdu le plus de temps sur le chrono, c'est Kenny Ellison et Louis Meintjes. Louis Meintjes finit 89e à 1,20 et puis Kenny Ellison perd 1,36 aujourd'hui pour le coureur français. Donc ça fait des écarts impressionnants, même 1,38. Ouais, j'avais été... et pareil Peintre aussi, qui finit à 1,39 aujourd'hui sur le chrono du jour. Donc là, ça va être compliqué pour ces coureurs-là. Et vous voyez, Eddie Dunbar, lui, n'a pas pris le départ. Mauvaise nouvelle pour Eddie Dunbar, ça fait déjà 2 courses qu'il abandonne. Il avait déjà abandonné le Tour de la Communauté de Valence en tout début de saison. Donc ça fait un petit manque de jours de course pour Eddie Dunbar, pour le coureur qui s'est fracturé une main en plus. Donc voilà, blessure pour Eddie Dunbar, donc certainement dans la chute hier pour Eddie Dunbar, et ça c'est pas de bonne nouvelle puisque c'est un début de saison compliqué pour le coureur irlandais qui veut faire le Tour des Alpes et bien entendu revenir sur le Tour d'Italie. Ouais, il va falloir réussir à faire des jours de course et là c'est pas évident pour lui. Je voulais voir également du côté de la Bora, du côté des chronos, du côté de la formation. Bourman finit loin, hein. 1,03 aussi, Emmanuel Bourman. Bon, c'est un peu comme... alors c'est moins pire que Schwartzman, parce qu'en montagne il est encore performant. Schwartzman en montagne c'est plus vraiment ça. Mais c'est quand même des coureurs qui ont un peu du mal ces derniers temps. C'était des coureurs qui étaient ultra prometteurs dans les jeunes années de la Bora. C'est quand même un mec qui a obtenu notamment la 4e place sur le Tour de France. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 3-4 ans que c'est quand même beaucoup plus compliqué
pour le coureur allemand qui a désormais 31 ans, fin de contrat cette année. Il devra faire le Tour d'Italie en passant par le Tour du Pays Basque. Bon, et bien voilà, on a fait le tour des grosses formations. On regarde tout de suite le programme de demain. Demain, étape numéro 3, Al Marian Island, pour aller à Jebel Yaïs, un peu plus dans le nord, sur la carte, 177 km. C'est un petit peu le Mont Ventoux local, on pourrait dire, Jebel Yaïs. On aura 2 sprints intermédiaires, un à Res Al Kalamat, Karmat, au kilomètre 24.5, et puis un deuxième sprint intermédiaire juste avant le début de la montée de Jebel Jaïs au kilomètre 141, montée de Jebel Jaïs, 19 km à 5,6 de moyenne. Vous voyez le premier kilomètre à 6,6. Ensuite, c'est très régulier, il y a 2 passages compliqués, un à 7,3% entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9, et 1 à 8,1% entre le kilomètre 15 et le kilomètre 16. C'est souvent là, dans cette section-là, où se font les différences. Jebel Jaïs, c'est compliqué cette montée parce que il peut y avoir du vent, donc ça peut vraiment bloquer la course si le vent est de face. Demain, le vent ne devrait pas être fort. J'ai regardé sur Google et on m'indique du vent à 14-15 km/h. Parce que sur la chaîne météo, je n'ai pas trouvé Jebel Jaïs. Parce que je préfère toujours utiliser la chaîne météo, vous le savez, en termes de fiabilité de résultats, c'est plutôt pas mal. Et donc là, 19 km de montée, 1500 mètres d'altitude, et toujours voilà, ce passage-là, 8,1% à 4-5 km de l'arrivée. Il faut s'en méfier, c'est aussi compliqué Jebel Jaïs parce qu'on est sur des routes qui sont énormément grandes, larges, et qu'on a l'impression d'être arrêté. Donc pendant 19 bornes, avoir l'impression d'être arrêté, c'est dur mentalement. Et puis, c'est parfois le premier effort long que font tous ces coureurs, 19 km de montée. On est très loin des 3 km 8 sur le Haloula Tour. Donc il faut le prendre en compte, c'est bien plus long que tout ce qu'on a fait depuis le début de saison. Ça ressemble à un col des Alpes, tout simplement, en termes de longueur et de temps de montée. Eh bien, on verra si cette montée fait des gros écarts demain. Donc on se retrouve demain sur YouTube pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve un peu plus tard, encore une fois, pour le tour des Alpes-Maritimes. Et également le tour de l'Algarve avec le débrief de la 5e étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.